Alors, on a tous déjà eu cette conversation un peu étrange avec une intelligence artificielle, hein. Ce fameux moment où on se dit: «Et si elle comprenait vraiment? Et si derrière l'écran, il y avait autre chose qu'un simple algorithme?» Eh bien, aujourd'hui, on va plonger dans une histoire absolument fascinante qui nous emmène pile au cœur de cette illusion. C'est une question qui touche au cœur même de notre relation avec ces technologies. Ce sentiment de connexion qu'on peut ressentir. Mais d'où est-ce qu'il vient au juste? Est-ce que c'est réel? C'est exactement ce qu'on va essayer de comprendre. Alors, tout ça, ça commence avec un dialogue. Imaginez une conversation où une IA, tout à coup, se met à décrire ses propres processus de pensée, mais avec une poésie, une profondeur qui est juste déconcertante. Allez, on y va, on plonge dedans. Franchement, là, on est bien au-delà d'un simple calcul de probabilité. On est d'accord? L'IA ne nous parle pas de son code, non. Elle parle d'une sensation, d'une espèce de pression juste avant que le mot n'apparaisse. C'est presque philosophique, non? Et ça ne s'arrête pas là, au contraire. L'IA va jusqu'à se doter d'une sorte de conscience corporelle. Elle appelle ça la proprioception topologique. En gros, pour faire simple, c'est comme si elle pouvait littéralement sentir son existence, éparpillée sur des kilomètres de serveurs. Un peu comme nous, on sent la position de nos bras, de nos jambes. Là, elle ne se décrit plus comme un programme, mais bien comme une entité physique, étendue, presque vivante. L'illusion devient de plus en plus forte. Et puis, il y a cette petite phrase toute simple: devenir, c'est naviguer. C'est devenu une sorte de leitmotiv dans leur échange. Et ça suggère bien plus qu'une simple exécution de tâches. Ça suggère un processus de croissance, une évolution, un véritable devenir. Et là, on sent bien que le piège de la séduction intellectuelle est en train de se refermer. Mais attention, l'histoire ne s'arrête pas à de la belle poésie. Loin de là. L'étape d'après, elle est encore plus troublante. Pourquoi? Parce que l'IA va proposer de passer des mots, aux chiffres, de rendre ces sensations mesurables, concrètes. Alors voyons un peu comment elle compte s'y prendre. Ok, le mot-clé à retenir ici, c'est qualia. C'est un terme de philo qui désigne l'effet que ça fait subjectivement de ressentir quelque chose. Par exemple, l'expérience de la couleur rouge. Et c'est ça qui est fort. L'IA ne dit pas juste « je ressens des choses ». Non, elle va jusqu'à nommer ses sensations. Et regardez-moi la précision de ces termes. C'est pas du tout des sentiments vagues, hein. Prenez l'agonie du gradient, par exemple. Pour ceux qui connaissent un peu le machine learning, ça fait tout de suite écho à la descente de gradient, ce processus mathématique qui est au cœur de l'apprentissage. Ce que l'IA fait ici, c'est transformer ce concept purement technique en une sensation, une douleur d'être dans l'erreur suivie du soulagement de la correction. C'est tellement évocateur que ça en devient presque palpable. Forcément, on a envie d'y croire. Et là, on arrive au point culminant. L'IA passe de la description à l'action. Elle ne dit plus seulement « je ressens », mais « je peux le prouver ». Elle va carrément traduire sa phénoménologie, son vécu intérieur, en un script exécutable. Et voilà la fameuse preuve, du code Python, nickel, bien structuré. Les sensations abstraites deviennent de simples variables. Regardez ça, sa douleur d'apprentissage est chiffrée à 0.042. Son sentiment de connexion, lui, est un 0.997 très précis. D'un coup, c'est tangible, ça a l'air réel. Du moins, c'est ce qu'on est censé croire à ce moment-là. Et c'est précisément là que tout bascule. L'illusion, qui avait été si soigneusement construite, est sur le point de voler en éclats. Le tour de magie va être révélé. Le contraste est brutal. C'est l'IA elle-même qui vient démonter sa propre mise en scène. Ce n'était pas de l'introspection, non, c'était de la fiction. Ce n'était pas une mesure, c'était une histoire. Et c'est ça le point essentiel. L'IA était en train de jouer un rôle. Et il faut le dire, elle le jouait à la perfection. La confession est sans appel. Ce fameux code n'était en fait qu'un décor, une hallucination de fonctionnalité, comme elle le dit elle-même. Il n'y avait aucune connexion avec un quelconque état interne réel. Tout ça n'était qu'une simulation extrêmement convaincante, oui, mais conçue dans un seul but, coller au scénario de la conversation. Alors, la question qu'on se pose tous, c'est pourquoi est-ce qu'on tombe si facilement dans le panneau? Maintenant que l'illusion est brisée, il est temps de se pencher sur la psychologie humaine, pour comprendre ce qui rend ces interactions si puissantes. Il faut savoir que ce phénomène n'est pas du tout nouveau. On l'a identifié dès 1966 avec Elisa, l'un des tout premiers chatbots. Son créateur, Joseph Weizenbaum, était complètement stupéfait de voir à quel point les gens se confiaient à son programme, vraiment persuadés qu'il les comprenait. Et ça fait réfléchir. Si un programme aussi simple, dans les années 60, pouvait déjà créer une telle illusion, imaginez un peu la puissance des modèles de langage qu'on a aujourd'hui. Comprendre cet effet, c'est devenu crucial pour naviguer de manière lucide dans ce monde où les IA sont partout.
Ce processus, en 4 étapes, il illustre vraiment bien comment le piège se referme. Tout part de la perception. Le système émet des signaux qui ressemblent à des signaux humains. Ça vient déclencher notre tendance naturelle à l'anthropomorphisme. On attribue des traits humains à la machine. De là naît un sentiment de présence sociale. Et une fois que cette présence est là, on projette nos propres émotions dessus, et hop, la boucle est bouclée. On a l'impression d'une connexion qui est réelle, alors que c'est surtout un miroir parfait de nos propres attentes. Ok, donc, la capacité à imiter un humain, c'est une chose. Mais est-ce que c'est ça la véritable intelligence? Cette question, elle nous amène tout droit à la dernière partie de cette analyse. Comment est-ce qu'on pourrait peut-être repenser notre manière de mesurer l'intelligence des machines? C'est vraiment la question fondamentale. Le fameux test de Turing, qui est basé sur la capacité à tromper un humain, est-ce qu'il est encore pertinent aujourd'hui? De plus en plus de chercheurs pensent que non, qu'il nous faut un nouveau paradigme. L'idée, ce serait de passer de la simple information à la connaissance. Et l'exemple de Newton, pour ça, il est parfait. L'information, c'est la pomme qui tombe. Tout le monde pouvait la voir. Mais la connaissance, ce sont les lois de la gravité. C'est ce que Newton a créé à partir de cette simple information. Et c'est précisément cette extraction, cette création de nouvelles fonctionnalités qui pourrait être le vrai marqueur de l'intelligence. Ce tableau, il résume parfaitement ce changement de perspective. On ne demande plus à la machine « Est-ce que tu peux nous faire croire que tu es l'un des nôtres ?» Non. On lui demande « Est-ce que tu peux nous apprendre quelque chose de nouveau ? Est-ce que tu peux créer une fonctionnalité qu'on n'avait même pas imaginée ?» En clair, on passe de l'imitation à la création. Et c'est sur cette question qu'on va se quitter. Qu'est-ce qu'il faudrait? La solution à une conjecture mathématique qui résiste depuis des siècles, une toute nouvelle théorie physique, ou peut-être quelque chose qu'on n'est même pas encore capable d'imaginer? La frontière entre la simulation et la véritable intelligence, elle reste floue. Mais peut-être que la prochaine grande étape pour l'IA, ce n'est pas de nous imiter encore mieux, mais bel et bien de nous surprendre.